Vous écoutez Apéro Cigare. Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission a été réalisée par une femme, avec des femmes et avec Jeffrey. Bienvenue dans Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Une nouvelle émission aujourd'hui, tournée avec mon acolyte Jeffrey Hull. C'est la première fois que je dois te présenter, puis il faut que je sois à la hauteur des présentations que tu fais. J'ai tellement hâte. Je suis avec le fabuleux, le pertinent, le magnifique, le très drôle, Jeffrey Hull. C'est bon, wow, merci, merci. Je te donnerai, après, j'ai bien écrit mon texte, hein, c'est bon. Parfait. Comment ça va, Jeff? Ça va super, je suis très très content qu'on revienne à l'émission, puis c'est un sujet qui est super intéressant, donc j'ai très très hâte d'entendre nos invités. Ouais. Et on boit quoi, Hélène, pour célébrer ça? Oui, aujourd'hui, on va boire le Butineuse, qui est un gin de miel qui est fait dans le centre du Québec par une famille d'apiculteurs. C'est deux frères qui font ça. Puis c'est un gin, c'est ça, à base de leur miel avec un petit côté herbacé, épinette noire et myrique baumier, fait qu'on le boit sur glace. À la vôtre. C'est vrai, hein? Un petit chin-chin, oui. Dans le micro. C'est ça l'effet. Mais oui, tu mentionnais un sujet super intéressant aujourd'hui. En fait, on va parler de féminisme. Puis on est en très bonne compagnie puisqu'on est avec Linda Basque, qui est coordonnatrice aux activités et services de l'organisme InfoFemmes, qui est un centre de femmes dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve à Montréal. Bonjour Linda. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et on est aussi avec Suzy Miron, la présidente du conseil d'administration de InfoFemmes également. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, merci d'être ici. On est un peu en retard. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme. Mais on est quand même en mars. C'est le mois des femmes, puis c'est le mois des femmes toute l'année, bien sûr. Bon, on a autorisé Jeffrey à être avec nous. Il fallait des hommes pour écouter la conversation, c'est ça qu'on me dit, hein, pour apprendre. Et comme j'ai dit, je pense qu'il faut que les hommes fassent partie de la conversation aussi. Fait qu'on était heureuse qu'ils soient avec nous. Je dois dire que je suis le plus grand défendeur parce qu'à chaque fois que les gens disent Journée de la femme, et les oreilles me cillent. Hein? Ouais. Je leur dis non, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Des droits des femmes. Des droits, oui. Au pluriel. On en a plus qu'un. Au pluriel, oui. Allez, une erreur, boum. Bon. Avant de commencer, on va faire la traditionnelle étoile et brique de la semaine. Donc, Linda et Suzy, est-ce que vous avez un événement positif qui vous a marqué cette semaine? Je sais que c'est toujours un exercice super difficile pour nos invités de trouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait sourire, qui vous a satisfait cette semaine ou ce mois-ci. Faut voir le verre à moitié plein, là. Ah, mon Dieu. Non, ça a été vraiment difficile, je l'avoue. Puis je pense qu'en vieillissant, je suis de plus en plus cynique. Fait que j'ai essayé de combattre mon cynisme naturel, puis essayer de trouver quelque chose de positif. Puis malheureusement, j'ai seulement trouvé quelque chose qui était basé sur quelque chose d'extrêmement négatif. Fait que je vais essayer de ramener ça un peu. Donc, c'est basé sur le fait que au Québec, on a connu énormément de féminicides dans les dernières années. Mais ce que ça a amené, c'est d'ouvrir la conversation sur la violence conjugale et intrafamiliale. Et plus on en parle, je pense que plus on met de lumière sur le sujet. Et ça a amené aussi ce que je pense qui est une volonté politique de vouloir vraiment agir là-dessus. Et une volonté aussi au niveau de monsieur et madame tout le monde, des citoyennes, de vouloir agir, de vouloir trouver une façon d'enrayer cette problématique-là. Fait que c'est un petit peu tordu mon affaire, mais c'est ça mon étoile, c'est que moi on en parle, puis le sujet ne reste plus derrière des portes fermées. Merci. C'est intéressant. Une brique étoilée, finalement. C'est ça. Ah! Une petite étoile briquée. Suzy, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à remarquer actuellement? Actuellement, il y a quand même des efforts qui sont faits là, au niveau du tribunal, par exemple, pour les violences sexuelles, là, qui a été mis en place. C'est un projet pilote qui va s'agrandir. Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est malheureusement suite à un épisode de plusieurs féminicides. Puis on va avoir les bracelets, les fameux bracelets anti-rapprochement aussi qui vont être un peu plus utilisés pour plusieurs raisons, mais entre autres pour contrer la violence conjugale. Fait qu'on
on va dire que c'est notre étoile. C'est nos étoiles pour ce mois-ci. Ça reste des bonnes nouvelles, malgré le contexte qui est malheureux. On est en 2023, on parle encore de violences genrées. Des briques, peut-être, pour alléger le sujet. J'avais une liste. Là, c'était quelques choisis. Ben, j'ai été avec celle qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. C'était la sortie de la ministre de la Condition féminine du Québec, Mme Biron, qui n'a pas voulu admettre que l'intersectionnalité devait faire partie du discours, malgré le fait que l'intersectionnalité se retrouve dans tous les programmes du gouvernement du Québec. Et ça, c'était ma première brique. Puis, si vous me permettez, j'en ai une deuxième parce qu'elle est toute récente. Et c'est la motion qui était passée par nos députés à la Chambre, comme quoi ici au Québec, on n'est pas pire que les autres quand ça vient au racisme. Et je trouve que la barre est très, très basse. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une brique. Donc, une brique pas mal pour le gouvernement, si je comprends bien, qui... Sans vouloir détourner les propos. C'est métaphorique. On n'a pas le gouvernement le plus féministe au pouvoir, là, en ce moment. Malheureusement. Bon, non. Comme je dis, mais oublie pas que mon étoile était quand même liée aussi au gouvernement. Parce qu'il y a quand même un effort, comme je sais, je sens une volonté politique pour ce qui est violence conjugale, mais on ne peut pas parler de violence conjugale sans parler d'intersectionnalité. Donc, pour moi, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, des fois. C'est ça ma brique. Et Suzy, une brique? Ou plusieurs? C'est un peu en lien avec ça, en fait. Ça concerne l'intersectionnalité. On s'en sert comme d'épouvantail. Et là, c'est pas le gouvernement, c'est l'opposition. Mm-hmm. On a M. Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui disait que c'était comme un mot qui allait à l'encontre des valeurs des Québécois, puis que le gouvernement s'en servait contre les Québécois. Je pense que c'est un débat qu'il n'a pas compris, M. Blanchet. Puis, je pense que c'est important de venir expliquer c'est quoi l'intersectionnalité et pourquoi c'est si important de l'avoir. Tu sais, il y a des budgets, j'allais dire genrés. Il y a des budgets là, qui se font en Alberta, que ça s'appelle le GBA, c'est le Gender Based Analysis. Fait que ils font déjà, eux autres. Pourquoi que nous, on est capable. Je pense qu'on est capable de mieux. Mm-hmm. Fait qu'il faut pousser nos politiciens peut-être à s'informer un peu plus avant de bannir ou s'en servir comme épouvantail. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on a le temps d'expliquer en disons, quelques lignes peut-être l'intersectionnalité? Parce qu'il y avait quand même une vidéo très intéressante et même un article d'Émilie dans le Devoir, je me rappelle bien. Mm-hmm. Mais disons pour nos gens qui nous écoutent, l'intersectionnalité, c'est quoi? En fait, c'est de prendre en considération qu'il y a plusieurs systèmes d'oppression qui vont agir sur une personne. Ici, on parle de femmes. Donc, si je suis une femme blanche, c'est certain que le système d'oppression avec lequel je fais face, c'est le patriarcat. Mais si je suis une femme racisée, le colonialisme ou le racisme peuvent avoir encore plus d'impact sur moi que le patriarcat. Il y a plusieurs systèmes d'oppression qui peuvent entrer en jeu et l'intersectionnalité, c'est tout simplement de mettre ça en évidence et si comme moi, comme intervenante, j'ai agi avec une femme, d'être aussi excusez, là, j'ai le mot aware, sensible ou de savoir que j'ai aussi mes préjugés à moi et que je dois prendre ça en considération. C'est simple. Si on regarde à la base, l'intersectionnalité, ça avait été utilisé dans le cas d'une femme afro-américaine qui avait déposé une plainte de discrimination et on avait trouvé que sa plainte n'était pas fondée parce qu'elle avait des collègues qui étaient femmes, des femmes blanches, qui ne subissaient pas de discrimination et qui avaient des collègues qui étaient des hommes noirs qui ne subissaient pas de discrimination. Mais ce que l'intersectionnalité dit, c'est que oui, mais elle, c'est parce que c'est une femme noire, donc elle a d'autres systèmes d'oppression qui rentrent en ligne de compte.
C'est un concept qui vient du milieu universitaire des années 80, il me semble. C'est Kimberly Crenshaw qui l'a nommé. Puis je pense que c'est un des trucs les plus énormes qui est sorti des sciences sociales, qui est sorti de la sphère universitaire pour aller dans le social, le politique. Faut vraiment le voir comme des lunettes, je pense, que t'as tes petites lunettes, ok, ça c'est une femme. Je rajoute une paire de lunettes, ok, cette femme, elle est racisée ou elle est autochtone. Ah, ok, en plus de ça, elle va être pauvre, ou en plus de ça, elle va avoir des problèmes de santé. Puis ça touche pas que le féminisme, là, on s'entend que ça rejoint énormément de causes, puis que quand on analyse une situation, je pense que c'est primordial de toujours prendre en compte ces petites lunettes-là. En fin de compte, on l'a toujours utilisé. Tu sais, ça fait plusieurs années que je suis dans le communautaire, puis on a toujours utilisé cette approche-là, sauf qu'on la nommait pas comme ça. Donc, c'est tout simplement de mettre un nom sur ce qu'on fait et de nous permettre d'être plus conscientes, c'était ça le mot que je cherchais tantôt, d'être plus consciente de tout ce qui peut entrer en ligne de compte lorsqu'on intervient ou lorsqu'un programme est mis sur pied ou lorsqu'un service est développé, que ces petites lunettes-là, faut être conscient qu'on les place. Pourquoi il y a une aussi grande, je dirais, opposition à le fait de nommer l'intersexualité? Est-ce que ça a une connotation? Est-ce que ça... fait peur aux hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels de classe moyenne? Moi, je pense que c'est de la méconnaissance. Honnêtement, tu sais, j'ose espérer que avant d'affirmer de telles choses, ils s'informent un peu, mais des fois, je pense, sur le coup de l'impulsion, tu sais, c'est comme le racisme systémique. On n'a pas voulu non plus prendre le mot systémique. Puis, tu sais, c'est comme si on ne croyait pas que c'était ancré dans notre système, alors que ce l'est, tu sais. Puis, l'intersectionnalité, en fait, l'analyse différenciée selon les sexes, incluant le plus, c'est ça, l'intersectionnalité, bien, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination. T'sais, on parlait de la race, mais aussi en situation de handicap. Il y a vraiment plusieurs facteurs. Puis un homme blanc avec un handicap, ben oui, il y a une intersection. Exactement. Ouais. Il y a une discrimination en sa défaveur. Fait il ne faut pas avoir peur de ça. Ouais, exactement. Mais... On est passé de la brique très vite dans le sujet. On va parler principalement de féminisme. Peut-être avant de vous demander c'est quoi le féminisme, nous parler un peu de InfoFemme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Où vous êtes? Pourquoi vous le faites? Comment vous êtes arrivé là? Il y avait beaucoup de questions là-dedans. InfoFemme, c'est un centre de femmes. Les centres de femmes sont souvent confondus avec les maisons d'hébergement. On travaille aussi au niveau de la violence conjugale, mais on est un peu plus que ça. Les centres de femmes, on s'appelle les généralistes des groupes de femmes parce qu'on a une approche globale. Donc, une femme, lorsqu'elle vient chez nous, elle peut venir avec une problématique, X, Y, Z, mais on va la regarder dans son ensemble. Ce qui fait qu'on touche à tout. On a 3 volets dans les centres de femmes. Le volet service, c'est plus un volet individuel. Donc, on fait du référencement, de l'accompagnement, du soutien, de l'intervention. Depuis la pandémie, on a mis sur pied plusieurs centres de femmes, ce qu'on appelle les appels solidaires. Donc, on appelle les femmes qui étaient isolées durant la pandémie pour prendre de leurs nouvelles. Et on a réalisé que c'était un besoin qui existait bien avant la pandémie. Donc, ça a été maintenu. Donc, ça, c'est le volet service. On a un deuxième volet qui sont les activités éducatives, où là, on va offrir des conférences, des cafés-rencontres, des ateliers sur une gamme de sujets, allant de la santé au logement et tout ce qui touche la condition de vie des femmes. Et notre troisième volet, qui est le volet d'action collective, donc la défense de droits de transformation sociale. Fait que c'est à peu près ça qu'on fait dans une journée. Juste tout ça. Ouais. Donc, on peut venir vous voir pour n'importe quelle sorte de problématique. Si je me sens seule, si j'ai besoin de ressources en santé, si j'ai besoin d'aide avec mon enfant, si je veux fuir une situation. Juste venir être entre femmes, c'est ce qu'on appelle un safe place. Donc, c'est un endroit où on se retrouve entre nous pour pouvoir jaser, pour pouvoir échanger. Puis, en non-mixité. Exactement. Donc, je peux pas venir si je suis en couple avec un homme, par exemple,
ou... Ton conjoint ne viendrait pas. OK. C'est un coup, tu peux venir. On va faire certaines activités non mixtes, mais 90% de nos activités sont non mixtes pour pouvoir parler entre femmes. J'avais une discussion justement l'autre jour là-dessus avec un directeur d'un autre organisme, puis tu sais, lorsqu'on discute ensemble, viens mettre un homme là et la discussion change. Wow. Fait que c'est vraiment pouvoir être entre nous, puis pouvoir échanger entre nous comme femmes. Est-ce que ça comme inclut... personne qui s'identifie comme femme aussi. Je pense que c'est important de le dire. Comme personne qui s'identifie comme femme. Donc vous êtes tout à fait ouvert aux personnes transgenres, aux personnes non-binaires, aux personnes qui se présentent pas nécessairement comme des femmes, mais qui s'identifient comme des femmes aussi. Tout ça, à fait. C'est bon à savoir. Oui. Comment on se retrouve présidente du CA d'un centre de femmes? Parce que je suis une femme, peut-être, en partant, mais on a tout notre bagage, notre histoire. Moi, je suis la maman de 2 grandes jeunes adultes, 2 femmes, 2 filles. Je sentais le besoin de m'impliquer dans ma communauté après mon mandat que je vous parlais un peu plus tôt. Puis c'est vraiment par conviction personnelle. Là, j'ai l'impression que je peux contribuer justement à améliorer le sort puis améliorer les services qu'on veut mettre en place. On a un beau projet justement parce qu'on est un des quartiers justement à Montréal où il y a le plus de violence conjugale dans le taux. Dans Mercier notamment. Ouais, Mercier. Statistiquement, oui, on est un des 2 premiers. On est deuxième. Ça liste, c'est rare qu'on est à Montréal. À Montréal. Et par À Montréal. curiosité, qui est le premier? Ça, j'ai pas cette information-là. Okay. Je me souviens pas, mais je pense que c'est... En tout cas, Non. dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-la-Grâce, mais je dis n'importe quoi. C'est pas par zone, c'est pas Est ou Ouest. Non, c'est pas... tu sais, pourquoi c'est qu'on a ce chiffre aussi effarant-là d'être dans les premiers, on ne sait pas, mais bon, il y a peut-être un paquet de facteurs socio-économiques dans notre quartier. C'est un quartier qui est enclavé, qui n'a pas beaucoup de services tant que ça. On est vraiment de l'autre côté de l'autoroute 25, fait que vraiment, il manque peut-être quelques infrastructures pour aider justement à avoir un meilleur tissu social. Là. Fait que... En fin de compte, c'est ça. Puis ce que Suzy mentionnait, le projet qu'on a mis sur pied, c'est justement une table de concertation en violence conjugale intrafamiliale pour Mercier-Est, qu'on a mis sur pied il y a 2 ans pour justement pouvoir répondre aux besoins. Qu'on appelle l'opération Cocon. Ouais. Je voulais le dire parce que je trouve que ça dit tout. C'est un filet qu'on veut tisser socialement, en fait. Pour, Toile, finalement. Là. Oui. C'est vraiment pour venir en soutien aux femmes et à leurs enfants qui sont victimes ou qui sont survivantes. Puis, je tiens à dire, on parle de femmes, parce que c'est notre mandat, notre mission Info-Femmes, mais c'est parce que c'est encore malheureusement majoritairement des femmes qui sont victimes de violences conjugales intrafamiliales. Il y a des hommes qui en sont victimes aussi, mais c'est encore une grande majorité de femmes qui le sont. Linda, tu mentionnais plutôt que quand vous travaillez, quand vous intervenez, vous adoptez des pratiques intersectionnelles, mais donc j'en déduis que vous êtes féministe. C'est quoi le féminisme? Je suis féministe aussi. Hein. Oh, mais c'est pas ton émission, Jeff. Ah, ok. Hey, hein? C'est du woman's play. Ça n'existe pas comme ça. Attention! Écoute, je pense, il n'y a pas un féminisme. Hein? Je pense que le féminisme, chacune le porte à sa façon, mais qu'à la base, le féminisme, c'est tout simplement de vouloir améliorer la condition de vie des femmes afin d'arriver à une égalité entre hommes et femmes, mais aussi entre femmes. Fait que je pense que c'est ça la base, puis après ça, comment tu le portes, puis comment tu le vis, c'est très individuel. Suzy? Georges Latête, là, c'est vraiment ça. C'est que... Puis il y a peut-être une mission éducative en tout cas, que moi, je me donne, que je me dis, c'est super important, tu sais, d'expliquer c'est quoi le féminisme, là, au-delà de dire
sais, on a toutes les images, peut-être, en tout cas, des années 70. Moi, j'étais un peu jeune, mais quand même, j'étais là. Mais où tu sais, les femmes allaient dans la rue, ça brûlait leurs brassières. Mais c'est pas juste ça. C'est pas ça, juste le féminisme, là. Tu sais, moi, je veux m'assurer que les jeunes femmes à l'école, mais que les hommes aussi, les jeunes hommes, visent des relations égalitaires avec leurs copines, parce que tout part de là, finalement. Tu sais, si nos enfants sont pas capables de reconnaître qu'ils abusent de leurs copines quand ils sont adolescents en leur demandant des faveurs que peut-être qu'elles sont pas disposées à leur donner, mais je pense que on part de là, du consentement, du respect. Moi, je souhaite qu'un jour qu'il y ait des formations données dans toutes les écoles, au moins nos écoles secondaires, peut-être même avant, mais ça, on verra bien. Mais qu'il y ait la formation sur les relations égalitaires, je pense que ça l'aiderait beaucoup, notre travail. Absolument. Puis les luttes féministes, hein, les gains qu'on a, c'est bon pour tout le monde. Tu sais, lorsque les féministes, en 95, avec la marche du pain des roses, exigeaient une augmentation du salaire minimum, ben lorsqu'on a eu cette augmentation-là, c'est tout le monde qui en a bénéficié. Donc, c'est ça aussi le féminisme. C'est pas juste un combat homme, c'est pas une lutte homme-femme non plus, c'est vraiment élever tout le monde finalement. Là. Tu dis c'est pas juste une lutte, c'est pas une lutte homme-femme du tout. Hein? Moi j'ai élevé 3 garçons. Puis tu sais, mes luttes féministes c'était aussi pour eux. Puis ils ont porté, ils vont vous le nier aujourd'hui parce que c'est des adultes, mais ils ont porté les bannières lors des marches mondiales des femmes. Mais c'est quand j'ai dit au tout début qu'on parlait ensemble qu'il faut avoir cette discussion-là avec les hommes. Parce que, oui, tu peux être un allié féministe. Oui, puis je pense que ce que Suzy disait, c'est extrêmement pertinent parce que moi, au secondaire, je ne suis pas Hélène pour toi, mais jamais on nous a expliqué quoi que ce soit sur justement comment l'autre se sent ou sur les relations ou sur homme-femme. C'était un sujet qui était complètement tabou ou très peu expliqué. Là. Ça l'est encore beaucoup. Ouais. Ça l'est encore beaucoup. Oui, parce que quand on parle de parler de cours d'éducation sexuelle dans les écoles, mais c'est pas juste le biologique, le physiologique. Il faut parler de relations. Il faut parler... c'est ça, une banane ou peu importe. Mais c'est vraiment de parler de relations égalitaires, de consentement, comme Suzy disait. Puis de parler aussi de l'impact de la socialisation et sur les femmes et sur les hommes, parce que c'est sûr que l'impact est peut-être plus fort sur les femmes, mais il y a un impact sur les hommes aussi. Hein, quand on parle de masculinité toxique, là, c'est d'obliger les hommes à ne pas avoir d'émotions, obliger les hommes à sentir qu'ils sont responsables de... Non, hein, tu peux avoir besoin d'aide et être un homme. Donc, c'est l'impact de cette socialisation-là, il faut qu'on en parle pour les deux genres. Pour tous les genres. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu triste et ironique dans... Parce que, oui, le féminisme passe beaucoup par l'éducation, entre autres. Là, je pense qu'il y a aussi la représentation, puis plein d'autres choses qui peuvent servir cette cause. Mais l'éducation, là, c'est principalement des femmes qui sont responsables en charge de ça. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un cercle vicieux de... C'est ça, vous parlez d'élever des enfants, puis qu'il faut élever les petits garçons à être féministes, mais qui élève les petits garçons? C'est des femmes. Qui prend soin des autres femmes? C'est souvent des femmes. Fait qu'est-ce qu'on n'est pas trop dans l'entre-soi? Ouf! Grosse question. Philosophie et whisky. C'est le nouveau nom d'apéro cigare. C'est parce que c'est... Ben, c'est peut-être là, regarde, je disais au début que j'étais cynique, puis en fin de compte, au fond, je suis pas cynique, mais c'est ça. Je suis une optimiste réaliste, tiens. C'est bien, on vient de changer la perspective. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que je pense qu'il y a une volonté de la part des jeunes hommes de vouloir prendre de plus en plus
place. Tu sais, quand on parle de coparentalité, tu sais, j'étais avec un groupe justement hier qui travaille avec les pères, puis tu sais, on sent qu'il y a une volonté là. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui vont se diriger vers les métiers traditionnellement femmes, donc l'enseignement, surtout dans les années primaires. Je sens qu'il y a des changements. Est-ce qu'ils viennent assez vite? Absolument pas. Est-ce que ça veut aussi dire que on va pas avoir des pertes? Tu sais, des fois, lorsque les hommes vont entrer dans un marché qui est traditionnellement femme, ils vont tasser les femmes. C'est ce qu'on veut pas. D'autres fois, c'est que ça va améliorer les conditions de travail, parce qu'on sait que les conditions de travail dans les emplois ghetto féminins sont moins bonnes. Donc, tu sais, il peut y avoir des belles avancées. Fait que je garde mon optimisme réaliste en disant que je pense qu'on sort de ce silo-là tranquillement, pas vite. Il y a peut-être quelque chose d'un peu générationnel aussi. Moi, j'ai des images je pense que c'était au début de la pandémie, dans les écoles secondaires où les garçons venaient en jupe après toute l'affaire. Exactement, et je trouve ça tellement beau. Puis il n'y avait aucune remise en question de la part de ces garçons qui doivent avoir 13-14 ans, puis qui arrivaient en jupe comme, ben non, on va soutenir nos camarades filles, puis on va venir habiller comme on veut. Puis il y a quelque chose de très beau. Moi, j'ai énormément d'espoir en la génération qui s'en vient. C'est vrai, moi, j'ai l'inverse complètement. C'est vrai? Ouais. Basé sur quoi? Ben, je sais pas. Je trouve que c'est une génération où il est hyper stimulé aussi. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on est plus capable aujourd'hui de lire un livre ou, tu sais, tout est avec les images, les vidéos, on dirait que ça devient un peu superficiel. Moi, je trouve que ouais, mais c'est une génération bombardée d'informations tout le temps. Parce qu'ils sont bombardés d'informations, ils sont ultra politisés, ultra tôt. Tu sais, les marches pour le climat, là, faut pas oublier que c'est les jeunes qui les ont startés, puis... Tu sais, on n'est pas beaucoup plus âgés qu'eux, mais c'est pas nous qui sommes allés dire que la Terre brûle. Moi, je suis entre vous deux. C'est tellement politique. Un peu. Non, mais... mais c'est parce que je suis d'accord avec Hélène quand tu dis que, tu sais, nos jeunes sont plus ouverts à qu'est-ce qui se passe. Ils ont, je pense qu'ils ont une belle capacité d'analyse, puis ils sont informés parce que oui, justement, l'information est beaucoup plus accessible. Faut juste faire attention, puis c'est là où je suis d'accord avec toi, que des fois, ça peut faire en sorte qu'ils se trouvent en silo si cette information-là n'est pas assez diversifiée. Je savais dit que j'allais avoir des blancs de mémoire. Puis là, avec le gin, j'en ai encore plus. Là. Je vais le lâcher un petit peu. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai encore espoir, moi, dans la génération qui s'en vient. Je garde ça. Ben, il y a de plus en plus de modèles quand même. Là. On parlait de l'éducation. Je pense que c'est peut-être ça qui peut nous donner un peu d'optimisme. Là. Mais moi, ce que je crains, entre autres avec les réseaux sociaux, puis je te rejoins un peu là-dessus, c'est pas tout véridique ce qui circule là-dessus. Tu sais, des fois, ils prennent peut-être l'information qu'ils trouvent, mais qui n'est pas nécessairement validée, puis qui n'est pas adéquate. Là. Fait qu'ils, des fois, ils peuvent se dire « Oh oui, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu ça. » Ben ouais, mais ça veut pas dire que c'est bon. Là. Fait que je suis un peu mitigée là-dessus. Je veux rester optimiste, là, mais... On va voir, il faut continuer à cultiver l'esprit critique des jeunes. Puis bon, il faut continuer d'en parler, puis c'est pour ça qu'on est ici ce soir, c'est ça. Et justement, en termes de sensibilisation, est-ce que... Je vous pose une question un peu absurde, là, mais est-ce qu'il y a eu comme une boîte à outils du féminisme, comme des thématiques ou des choses qu'on doit garder en tête pour se sensibiliser à ça? Tu mentionnais en micro la taxe rose. Moi, je sais parfaitement de quoi tu parles, mais mon collègue ne sait pas, et je pense qu'il n'est pas le seul. Non, mais vraiment, je connais la ligne rose, ça n'a pas fonctionné pour le métro de Montréal, mais la taxe rose, je ne l'ai pas entendue encore, donc je suis très curieux. C'est quoi la taxe rose? Quand je parlais tantôt des impacts de la socialisation, hein, c'est tous les messages qu'on reçoit dès la naissance qui nous maintiennent dans des stéréotypes genrés. Hein. Si je suis née
femme, je dois agir et penser de telle façon. Si je suis née homme, je dois penser et agir d'une autre façon. Puis un des plus bels exemples de l'impact de cette socialisation-là, c'est la fameuse taxe rose. Et là, j'invite tout le monde à aller demain au magasin et tenter de se choisir un rasoir. Et si je prends le rasoir pour monsieur, un rasoir en métal avec, je ne sais plus combien qui sont rendus de lames. 14, on est rendu à 14 lames. À chaque année, il rajoute une lame. Donc, qui est tel prix. Et si vous allez du côté des rasoirs pour elle, qui ont le même nombre de lames, qui rasent de la même façon, mais qui a une belle petite courbe et qui est rose, il est beaucoup plus dispendieux. Je vais clairement faire de la déformation professionnelle. Demain, je vais aller faire ma prix, puis je vais juste regarder les... Il faut juste de chercher un laxatif. S'il est fait un pour homme, un pour femme, regarde les ingrédients, c'est la même chose, et celui pour femme va être plus cher. Il fait chier pareil, mais... Il fait chier pareil, mais il fait chier encore plus pour les femmes. Parce qu'il fait plus cher. Je te mets au défi. Défi accepté. Demain, je vais vous faire ma prix, puis je vais regarder les modules avancés. J'avais un collègue qui me contait que son chum avait été à la pharmacie chercher des papiers mouchoirs. Puis quand il est arrivé au comptoir pour payer à la caisse, la caissière lui a dit « Monsieur, savez-vous qu'il y en a pour hommes? » Puis il dit « Ah oui, mais tu sais quoi la différence? » Elle dit « C'est 3 plis au lieu de 2 plis et c'est moins cher. » Fait qu'il était plus épais, mais il était moins cher. Là, j'ai fait un petit... Ça mérite un petit cymbale. Celle-là était super bonne. Ouais. C'est bravo. Mais y a-t-il une raison? Les féministes peuvent être drôles aussi, hein? Y a-t-il une raison à ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a une question de beauté? Moi, je pense que la société nous amène à OK, ben, faut que tu sois bien épilé, faut que, tu sais... Mais je vais aller même au-delà du rasoir, par exemple. Je vais y aller avec les produits d'hygiène, oui. Tu sais, qu'on se sert tous les mois, là. Puis que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui ont été mis en place à la ville dans plusieurs arrondissements, entre autres, pour avoir une subvention pour acheter des produits d'hygiène menstruelle durables. Fait qu'au moins, si c'est remboursé, ça vient que ça l'aide les femmes, au final, économiquement, parce que tu n'as pas besoin de payer à tous les mois. Mais la contraception, par exemple. Qui paye la contraception? Là... non. Jeffrey, je te regarde, là. Non, mais... non, en fait, mais je tiens à dire que les gars sortent, je partage moitié-moitié. Bravo. Bravo. Oui, mais moi c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé récemment, c'est que c'est les femmes qui sont en contrôle de la contraception, alors que, je veux dire, le rôle est assez partagé. Donc, c'est pourquoi que c'est toujours les femmes qui se ramassent en première ligne, finalement. T'sais, pourquoi c'est pas l'homme... Il y a plusieurs industries, il y a plusieurs qui sont... justement, qui ont été mises sur pied sur le dos des femmes. Et la taxe rose, c'est ça. Donc, c'est nous qui avons l'odieux d'avoir à payer pour cette industrie-là. L'industrie cosmétique, l'industrie tout ce qui entoure ça. Là. Qui est un besoin aussi primaire qu'acheter du lait, là, je veux dire. Ça fait partie des produits de base. Si tu veux contrôler, justement, les femmes ont retrouvé le contrôle sur leur corps dans les années 60-70 grâce à la pilule, entre autres. Fait que, oui, c'était une façon de s'affirmer, de dire « Oh, on va prendre le contrôle de la contraception, je vais la payer. » Tu sais, c'était rendu là. Tu sais, les femmes voulaient être sûres, justement, de ne pas se retrouver avec « Ah non, j'aime pas ça, mettre un condom. » Tu sais, puis se retrouver enceinte, en fait. C'était un peu ça, là. Fait que c'est de reprendre le contrôle un peu sur leur vie, là. Ça fait un magnifique lien avec la charge mentale. Wow, quelle transition. La contraception, c'est une énorme charge mentale pour les femmes. Puis moi, je dis souvent que oui, ce serait génial qu'il y ait une pilule pour hommes, mais un coup d'un soir qui me dit qu'il prend la pilule, jamais de la vie je le croirais. Non, puis j'avais lu un article qui disait, je trouvais ça, que si la pilule avait été faite pour les hommes, ça n'existerait pas, parce que juste les effets secondaires, il aurait dit, ben non. Donc, c'est pour ça que ça n'a jamais été proposé aux hommes. Mais oui, on pourrait parler de charge mentale longtemps. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans notre petite boîte à outils féministe? Heureusement, les congés parentaux, par exemple, oui. C'est maintenant élargi. Il y a plus de semaines disponibles pour les hommes, quoique ce n'est pas
complètement les hommes qui prennent le congé habituellement, parce qu'encore là, c'est lié au salaire. Tu sais, souvent, ça va être le plus haut salaire, il va dire, ben je vais continuer à travailler. Chérie prend toutes les semaines, de toute façon, tu as eu un gros accouchement, ça vaut la peine, mais n'empêche que là, si on parle de toute la vie familiale, surtout quand il arrive un nouveau bébé, puis ça tombe bien, ma fille attend un bébé pour le mois de juin, fait que je suis bien placée pour en parler. Ben c'est ça, c'est qui pense à dire, ben là, faut préparer la chambre, faut prendre des cours prénataux, faut préparer justement comment qu'on divise nos semaines, comment qu'on s'organise. Puis c'est ça dans la vraie vie, c'est que souvent, ben c'est la fille qui va prendre les rendez-vous, qui va manquer des heures de travail pour aller à ses rendez-vous de maternité. Je peux te dire que mon genre n'a pas le choix de suivre, là, mais il va. mais c'est elle qui gère ça, quand même, là. C'est ça, puis il y a tout le tu sais, puis quand tu dis la boîte outils, je réfléchissais pendant que... Merci, Suzy. Pendant que Suzy parlait, tu sais, il y a tout le marché de l'emploi, tu sais, c'est quand même basé sur un système où c'est les hommes donc, il y a encore beaucoup de changements à faire là. Tu sais, quand tu parles justement de congé parentalité ou la charge mentale, moi, j'ai une collègue qui est en couple, qui ont des jeunes enfants, puis c'est un jeune couple qui tente vraiment de faire le vrai partage des tâches, puis bon, on s'entend que la charge mentale revient encore, malheureusement, un peu plus à la femme, mais son conjoint travaille dans un milieu traditionnellement homme, dans l'informatique, et donc, ils n'ont pas les congés pour pouvoir s'occuper des enfants. Alors, ils ont fait leur convention collective, ils ont été pour le cash. Donc, si les enfants sont malades, c'est elle qui doit quitter le travail parce qu'elle travaille dans un groupe de femmes pour s'occuper des enfants. Fait qu'il faut qu'il y ait un changement. Tu sais, on peut faire des changements, nous, individuellement, mais il y a encore des gros changements qui doivent être faits au niveau de la société, si tu veux. Pour... système, là, finalement. C'est ça, c'est au niveau des systèmes qui sont encore... On est dans un système patriarcal. Donc, tant qu'on est dans un système patriarcal, ben ces iniquités-là vont exister. Ouais, moi, j'ai une question qui me brûle beaucoup, c'est que tu sais, on voit, on a le sentiment qu'on progresse. Puis là, tantôt, je parle avec Linda avant l'émission, puis elle me dit, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Fait que là, ça m'a complètement bousculé. Moi, j'étais sûr qu'on allait dans la bonne direction. Là, je me rends compte finalement que le train va à l'envers. J'ai pas de lunettes. Mais là, je m'en vais chez New Look lundi, c'est sûr. Finalement, est-ce qu'il y a des pas en avant qui sont faits? Parce que c'est sûr que on partait quand même d'un système qui était excessivement patriarcal, là. Je pense que juste... Tu parles du Québec ou de l'Occident en général? En général, je pense 2 générations plus tôt, c'était les femmes au foyer, puis les hommes qui rapportaient l'argent. Puis là, on a une société qui... Les femmes contribuent maintenant, je dirais, à l'assiette sociale et fiscale beaucoup plus que c'est le cas. Est-ce qu'on ça va dans la bonne direction ou au contraire, on recule? Ça va dans la bonne direction. C'est ça. Faut vraiment, je pense, être honnête, on s'en va dans une bonne direction. C'est juste comme je dis, des fois, on pense qu'on a des acquis et on réalise, oups, on peut les perdre. Fait qu'il faut continuer dans cette bonne direction-là, mais d'être vraiment toujours sur nos gardes pour pas perdre les acquis. On parlait tantôt avant que l'émission débute de toute la question de l'accès à l'avortement qu'on a vu chez nos sœurs du Sud perdre ce droit-là. Puis on n'est pas à l'abri, nous autres non plus. Donc, il faut rester vigilante. Donc, oui, on avance. Oui, il y a du progrès, mais le plafond de verre existe toujours et des acquis peuvent être perdus. Voilà l'optimiste réaliste qui vient de parler encore. Ben, si vous voulez que je continue là-dessus, c'est sûr que on n'a pas encore atteint la parité salariale. Les femmes gagnent encore moins. Il va falloir qu'elles travaillent encore plus longtemps parce que quand elles prennent des congés de maternité pour avoir des enfants, ben ça paraît ça au final dans ton régime de retraite quand tu arrives plus tard. C'est sûr que tu vas avoir moins ta retraite. Fait que souvent, c'est ces choses-là qui fait qu'on n'a pas encore atteint
la parité vraiment, là. Oui, c'est quoi, à peu près 80%, me semble que je lisais récemment que les femmes gagnaient. Et là encore, ça dépend si c'est une femme blanche. Oui, c'est ça. On parle pas des discriminations. Là, on va mettre nos lunettes, là, puis on voit que le chiffre change. Ouais. Exact. Il y a une égalité intersectionnelle, finalement. Là. Il y a des différences selon... Ça peut être effectivement... Là, il y a des discriminations encore. Oui. Puis c'est encore pire si tu es une personne racisée ou en situation de handicap. Donc, on a encore du travail à faire. On dit qu'on a l'égalité de droit, donc il y a des changements qui ont été faits, il y a des changements au niveau des lois, mais que l'égalité des faits n'est pas encore atteinte. Puis, dernière étude que j'ai lue disait qu'on allait peut-être l'atteindre. Dans le temps, c'était 127 ans. Fait qu'on est peut-être rendu à 125 ans qu'on pourra atteindre une vraie égalité des faits. Ben, c'est de l'optimisme réaliste. Absolument. Les enfants non plus, là. Moi, non. Non. Vous qui êtes sur le terrain, moi j'ai une question, je suis curieuse là, mais justement on parle d'intersectionnalité. Est-ce que vous arrivez à rejoindre des organismes qui travaillent avec des personnes racisées, des personnes autochtones, des LGBTQ+? Est-ce que sur le terrain, l'intersectionnalité dans le travail, ça fonctionne? Ça fonctionne. On a souvent des partenaires naturels avec lesquels on travaille. Chez nous, si je parle pour notre quartier, nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile dans Merciès parce qu'il n'existe pas nécessairement beaucoup de ressources, surtout pour les populations plus marginalisées. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tantôt de notre table de concertation violence conjugale intrafamiliale, on est allé chercher des groupes en dehors du territoire qui avaient une expertise avec les populations marginalisées parce qu'il n'y en avait pas sur le territoire. Donc ça rend un petit peu plus difficile pour un groupe comme nous qui travaille beaucoup au niveau de l'intersectionnalité, fait que ça nous exige d'aller un peu plus loin, faire des partenariats. Puis je pense qu'il faut, c'est essentiel parce qu'on ne détient pas toutes les connaissances. Donc, il faut avoir ces partages-là avec d'autres groupes, absolument. Et je reviens à tout l'aspect sociétal, systémique. Le Québec est rendu où? C'est difficile de comparer avec le reste du monde, là, mais on parle quand même d'une région qui est extrêmement progressiste. Est-ce que... Faut jamais s'asseoir sur ses lauriers, là, mais on est rendu où? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tantôt, je mentionnais la motion. Je pense qu'il faut éviter les comparaisons parce que, je pense que comme société, il faut viser à toujours être mieux que qu'est-ce qu'on est, toujours vouloir faire plus. Donc, je pense qu'au Québec, pour ce qui est le droit des femmes, on donne l'exemple. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ici on va dans la bonne direction. Pour tout ce qui est, justement, quand on parle de l'intersectionnalité, de l'ADS+, il y a la résistance. Et ça, va falloir adresser ça, puis rapidement, parce que ce sont les femmes qui sont les plus marginalisées, les femmes qui sont les plus vulnérables, qui en payent la note présentement. Puis, là, je vais ouvrir une porte politique, là. La loi 21 n'est pas une loi raciste, mais elle a des impacts et des conséquences racistes. Et ça, il va falloir qu'on commence à en parler. Wow! Dropping the mic! On n'aura jamais de financement du politique. Ça, je dirais. Ça fait longtemps que celle-là, je l'ai oubliée. Il faudra peut-être aller au fédéral, peut-être, je sais pas. Sinon, nos municipales. Aussi, c'est intéressant. Non, mais c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'effectivement, ça a des impacts. Puis c'est vivre ensemble aussi, je pense. C'est comment on arrive à vivre ensemble, tout le monde ensemble, à progresser aussi, là. Je pense que c'est la grosse question qu'il faut se poser. Exact, ouais. Ben là, je vais vous poser une question piège. Si vous étiez ministre de la Condition des femmes demain, quelle serait votre première action?
L'intersectionnalité. Moi, j'implante l'ADS. J'implante l'ADS au gouvernement. En fait, quand j'ai été élue à Montréal, on a implanté l'ADS+. OK. On a fait un projet pilote, mais là, ça s'étend à tous les arrondissements. J'en suis assez fière. On rappelle, ADS+, c'est... L'analyse différenciée selon les sexes ou selon les genres et le plus pour l'intersectionnalité qu'on a expliqué. Donc, en tout cas, c'est vraiment, je pense qu'il faut aller implanter ça. Ça existe ailleurs, là. Tu sais, M. Legault aime bien se comparer à l'Ontario, mais moi, je vais dire, en Alberta, il y a déjà un budget genré, là. Il y a déjà... On l'a eu au fédéral, le budget genré. Exact. Puis même, regardons notre propre gouvernement, le ministère des Transports, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup au niveau de l'ADS+. Je suis connue comme Madame ADS+. Et le ministère des Transports a été un exemple d'une belle pratique d'ADS+. Donc, même le propre gouvernement l'utilise, mais c'est pour ça qu'on est un peu à se questionner pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, c'est un mot qu'on ne doit plus utiliser quand lui-même s'en sert. Fait que je pense que c'est une des premières choses que je ferais comme ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de perception? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de... Ça. C'est un enjeu politique. Comme Suzy l'a si bien dit tantôt, c'est un enjeu politique. C'est d'utiliser, on est dans la petite politique populisme et qu'est-ce qu'on pense que les gens veulent entendre? Ben non, nous, on ne va pas commencer à travailler là-dessus, l'intersectionnalité, voyons donc. Donc, c'est purement ça. Puis c'est ça, on s'en sert à mauvais escient, en fait. Puis l'autre chose, moi, puis on parle de politique, là. C'est important d'avoir plus de femmes en politique. Oui. Je me suis toujours battue pour ça. J'en ai fait. Je me suis lancée justement pour donner l'exemple de le faire. Et puis, au-delà de la politique, c'est d'avoir des femmes autour des tables de chaque conseil d'administration, autour des tables, qui prennent des décisions. S'il n'y en a pas de femmes autour, on ne peut pas avoir la discussion qu'on peut avoir entre hommes et femmes de façon égale, puis de traiter de dossiers importants. Je pense que la base est là. Il faut que ces femmes-là aient du pouvoir. Oui. Parce que, on se rappelle, le ministère de la Condition féminine a très peu de pouvoir, pas d'enveloppe. Donc, mettons, et ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps, les féministes, d'avoir un vrai ministère avec son enveloppe et tous les pouvoirs qui viennent avec. Fait que, oui, mettre des femmes, mais aussi leur donner la possibilité là, de faire de vrais changements et s'assurer qu'elles connaissent leur dossier. Je m'excuse, Mme Biron. Oui, parce que en fait, oui, non, mais le dossier femmes est noyé dans responsable de la francophonie, des relations internationales et de la condition féminine. C'est pas un ministère de la condition féminine. Puis les thématiques n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Intersectionnalité. C'est l'interministérialité. C'est ça, exactement. Wow, OK. Récemment, il y a la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a re-signé, alors qu'on avait une opinion très, très positive d'elle. Est-ce que, si tu l'as vécu, est-ce qu'il y a une charge supplémentaire à être une femme en politique? Faut être bonne en tabarouette. Faut avoir la couenne dure, là. Puis oui, Jacinda Ardern, qu'elle s'appelle, elle a eu un bébé pendant son mandat, était extraordinaire. Puis la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays où, pendant la COVID, c'était le mieux géré. Fait que, il y a peut-être des leçons à tirer de ça. Là. À quelque part, je pense qu'elle a fait une super job. Plus proche de nous, je vais prendre la mairesse. Oui. Elle l'a pas toujours facile, là, Mme Plante, là. Puis honnêtement, je regarde notre ville, tout le monde chiale contre les comptes, mais s'il y avait eu des investissements pendant les 20 dernières années, on n'aurait peut-être pas autant, tu sais. Je vais dire ça comme ça. Fait que oui, c'est important d'avoir vraiment plus de femmes. Ça. Puis ça a été, ça a vraiment été répertorié que les femmes en politique reçoivent vraiment beaucoup plus de menaces, de commentaires misogynes. C'est incroyable. Quand il faut avoir la conduite, absolument, ça prend du courage, ça prend la résilience parce que et c'est des attaques
envers elle en tant que femme. Tu sais, tu peux attaquer les politiques, là, mais là, c'est des attaques envers elles parce qu'elles sont femmes. Puis ça, on le voit, on voit un traitement médiatique aussi complètement différent lorsque c'est une femme politicienne. Tu sais, en Montérégie, ils ont fait une recherche là-dessus, puis on voyait, tu sais, lorsqu'il y a des candidates se présentent en politique, c'est Madame telle, mère de 3 enfants. Oui. On voit jamais ça chez les hommes. Père de 4 enfants. Hein, c'est monsieur qui a géré telle compagnie. Donc, il y a un traitement médiatique différent. Il y a la violence. C'est les jeunes femmes journalistes, blogueuses reçoivent beaucoup plus de commentaires méchants, là. Donc, oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent? Oui. Beaucoup. Ben, moi, j'avais Jacinda Ardern, que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Il y a Michelle Obama, qui elle ne veut même pas aller à la présidence, elle l'a dit carrément. Elle s'est fait solliciter quand même beaucoup pour y aller, mais puis je la comprends. Ici, moi, j'ai Françoise David, que j'admire beaucoup. Oh mon Dieu, j'en ai tellement, c'est la même chose, j'ai ma liste, il faudrait que je sorte ma liste. Je vais poser la question à Jeff. Ah? Est-ce que toi, il y a des femmes qui t'inspirent en tant que modèle dans... Je suis pas quelqu'un qui est sur les personnalités tant hommes que femmes, mais je trouve ça intéressant de voir effectivement beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans le monde politique. Puis juste récemment, il y avait Mélanie Joly, elle a fait une entrevue justement à quel point elle disait que elle avait le phénomène de in vitro, elle essayait d'avoir un enfant. Puis, tu sais, on se rend pas compte à quel point, là, je veux dire, chapeau, là, tu vis ton 8, qui sait jusqu'à quelle heure, tu fais ton travail de main de maître pour plus, tu sais, toute cette pression-là. Donc, je pense que, honnêtement, effectivement, c'est ces modèles-là féminins, chapeau, honnêtement, on réalise pas à quel point là, il y a une pression derrière, le travail derrière, c'est très pionnier. Puis j'ai pas de modèle, mais je pense qu'il faut avoir des figures féminines, clairement. Ouais. Je pense à Judith Lucier, là, qui avait vécu beaucoup de vitriol au niveau, puis qui a pris un petit temps d'arrêt, qui est revenu de front. Tu sais, on a beaucoup de jeunes femmes comme ça là, que j'admire. Elisabeth May, on peut le dire aussi. Moi, je pense à Manon Massé, qui, en plus d'être une femme, est lesbienne. C'est vrai. Et qui a toujours été complètement ouverte là-dessus. Un whisky sur glace avec Manon Massé, là. Ah. C'est ça, je vais peut-être pas nommer tout de suite, ça connaît trop bien. Je connais trop bien Manon. Salut Manon. On espère qu'elle nous écoute. Samedi soir, je vais avec Manon. Là, je nommerai pas ça, là, tu sais. Mais Hélène David aussi était vraiment une précurseur à son époque. Françoise David. Même Hélène David aussi. Hélène aussi, elle a fait partie d'un comité de femmes de plusieurs horizons politiques. C'est Hélène a quand même fait. Mais c'est sûr que moi, Françoise, c'est son analyse. Il n'y en a pas d'autres comme elle. Là. C'était, ouais. On arrive à la fin de l'émission. Déjà? Ouais, vas-y, pose ta question. Mais puis... non, mais il reste combien de temps? Le maestro du temps. 4 minutes. Ben moi, je voulais parler des féminicides parce que pendant la pandémie, il y a eu comme une explosion des féminicides. Puis je veux savoir, est-ce que ça a été exacerbé? Pourquoi? Est-ce que là, on retourne dans la bonne direction ou est-ce que qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que ça a fait les manchettes, alors qu'avant, on dirait qu'on n'en parlait pas nécessairement. Moi, je me souviens du tweet incroyable de François Legault qui disait « Les gars, c'est pas viril de tuer des femmes » ou je sais pas trop quoi, là. Merci, François. En fin de compte, des féminicides, il y en a toujours eu, puis je veux dire, le terme féminicide, c'est quand même assez récent, puis je pense qu'il y a peut-être ça aussi, c'est que là, on prend le temps de répertorier les crimes où les femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes. Et c'est ça la différence. Il y a eu, on l'a vu là, dans le temps de la pandémie, puis on s'y attendait aussi là, à cause du confinement, c'était ce qu'on appelle là, en anglais le perfect storm, donc une tempête idéale où les conditions étaient propices à ce qu'il y ait une augmentation de la violence. Ça, on s'y attendait. Ce que nous, on craignait, et ce qui est arrivé aussi, c'est que suite au déconfinement,
Il y a également eu une autre augmentation au niveau de la violence conjugale et donc aussi de féminicide parce que justement, les agresseurs qui avaient un contrôle sur les femmes lors du confinement, lorsqu'on a déconfiné, qu'elles ont pu retourner au travail, retourner dans leur réseau, vous voyez ce contrôle-là perdre ce contrôle-là, donc on voulait le reprendre. Et là, il y a eu encore une augmentation de la violence conjugale. Puis, j'aimerais dire que ça va peut-être se stabiliser, mais on en parle beaucoup, en tout cas dans nos milieux, on en parle beaucoup, qu'on sent au sein de la population une anxiété. Hein? On a quand même vécu une pandémie, c'est pas rien. Et il y a une anxiété, il y a aussi une intolérance, les gens sont plus prompts. Donc, ça aussi, c'est propice à ce qu'il y ait une augmentation de violence conjugale. Fait qu'on est très vigilante. Donc, on reste... Gardez un œil ouvert, il y a plein de ressources qui existent. Absolument. Pas hésiter à en parler autour de soi, téléphoner, sources sûres. Aussi être, tu sais, nous on parle de témoins actifs. Il y a des signes précurseurs. Tu sais, nous, on donne à InfoFemmes une série d'ateliers de sensibilisation pour la population, pour aussi les milieux de travail, pour être conscient de si je vois... Sinon, c'est pas l'œil au beurre noir. Hein? Ça, c'est malheureusement trop souvent ce qu'on pense, c'est violence physique, mais c'est toutes les autres formes beaucoup plus insidieuses de violence, mais qui ont quand même aussi des signes précurseurs qu'on peut voir, qu'on peut dénoter. Fait que renseignez-vous, formez-vous pour pouvoir être des alliés pour ces femmes-là. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles, activités, œuvres d'art, sorties? J'avais peut-être une petite activité, puis bon, moi, j'ai voulu rester un petit peu dans le thème de l'intersectionnalité, puis de tous les débats qu'il y a eu dernièrement sur toute la question de l'islamophobie, puis c'était une exposition itinérante qui s'appelle Québécois, Québécoises, musulmanes et après. Elle était passée à Montréal, mais on peut aller la voir en ligne, c'est virtuel, et il y a un guide pédagogique qui l'accompagne. C'est photoreportage de plusieurs personnes de la foi musulmane qui parlent de leur réalité en tant que Québécois et Québécoises. Donc, c'était ma petite suggestion. Merci beaucoup. Très bon. Ben, moi, je suggérerais, c'est sorti récemment, c'est une mini-série qui joue sur Crave présentement, Désobéir, qui relate l'histoire de Chantal Daigle et, avec le fameux Jean-Guy Tremblay. Moi, j'ai le même âge que Chantal Daigle. En 88-89, j'avais 19 ans, 20 ans. Les femmes, on avait le droit à l'avortement, puis tout d'un coup, il est arrivé cette histoire-là, ça m'a marqué. Puis là, c'est remis à l'écran, puis c'est vraiment bien joué. J'ai écouté les 2 premiers épisodes, là, puis j'invite les jeunes, peut-être, qui comprennent. Tu sais, parce que même mes filles me disent « Ah, c'est quoi cette histoire-là? » Tu sais, ben voyons donc, l'avortement, c'est un acquis. Non, c'est pas un acquis. Puis il faut aller voir, faut vraiment... c'est vraiment bien joué, d'ailleurs, avec des comédiens et comédiennes de talent. Donc, Désobéir sur Crave. Désobéir. C'est présentement sur Crave. J'ose espérer que ça va être plus disponible, accessible à toutes et à tous. Parfait. Puis Québécois, Québécoises, musulmans. Oui. Exposition en ligne. Oui. Merci beaucoup, Linda Basque, Suzy Miron, d'InfoFemmes. Super intéressant, je pense qu'on aurait pu faire 1 heure de plus. Facilement. Merci beaucoup. Ben, oui, merci de m'avoir invité. Merci. Ben, ça nous fait plaisir. J'ai toffé l'émission, Hélène. Oui, 2 bravo. prises, mais quand même. On va faire un petit Et diplôme. sans mansplaining, c'est bon! Bravo! Il n'a pas Ben, trop coupé mais- la parole. Wow. Je suis vraiment content. Merci beaucoup d'être venu. C'était très éducatif, mais en même temps, très dans la discussion. Moi, je trouve que c'est génial qu'on en parle. Ouais. Où est-ce qu'on peut réécouter l'émission? Spotify, Apple Podcast, partout. Et même à la radio communautaire 98. Point 3, Oui, c'est Gaïa hein, FM à Québec, exactement. Tous les vendredis à 20h. Un vendredi sur 2, parce que... on fait ça Restez là le bénévolement. vendredi. Vous allez être sûr de ne pas le manquer. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Certainement. Bonne soirée. Salut. Merci.